Et salut les petits poulets, nous voilà sur un speedrun de Halo 1, donc le premier, un jeu que j'ai beaucoup aimé et ça me tenait en fait à cœur de pouvoir commenter un speedrun et tout particulièrement Halo. Donc bon, c'est plus on va dire un hommage qu'un réel commentaire de speedrun que je m'apprête à faire car je ne pense pas avoir les connaissances qu'il faut en termes de speedrun pour pouvoir correctement on va dire le commenter, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et qui me tenait vraiment à cœur. Donc d'abord, donc on va être dans cette première partie. En fait, je vais vous expliquer un peu l'histoire, car là on est dans une première partie où le runner a besoin surtout de entre guillemets courir pour échapper aux ennemis. Et donc tout d'abord, je vais vous présenter le runner qui est Gambit, donc un Australien, qui a fini donc le héros en difficulté héroïque en 1 heure 9 minutes et 18 secondes. Donc j'étais assez... donc c'est pour ça qu'on l'entend de temps en temps, hein. On va l'entendre justement tout au long de la run parler. Et avec un calme déconcertant parfois. Je trouve ça très, très intéressant, mais bon, c'est pas mal d'avoir un runner aussi comme ça. Donc voilà, je voulais dire aussi que j'étais agréablement surpris parce qu'en fait, cette run a été fait il n'y a pas longtemps. Ça a été fait le 27 février 2021. Donc on est vraiment sur une run assez récente, voilà. Plus de 20 ans après la sortie du jeu qui a été fait en 2001. Donc ça c'est important à savoir. Un jeu que je trouve encore relativement beau malgré les 20 ans qui sont passés. Je trouve que quand même, c'était quand même un jeu assez beau pour l'époque, et je trouve qu'aujourd'hui il reste encore relativement bien, même s'il a été remasterisé et autres, c'était quand même un jeu assez sympa pour l'époque, voilà. Un de mes jeux préférés, c'est pour ça que je voulais le commenter aussi. Donc ensuite, je vais vous expliquer un petit peu. C'est Bungie qui a créé en fait le jeu. Ça a été repris maintenant par en fait 343 Industries. Le jeu a nettement changé hein, depuis cette reprise. Il est devenu un peu plus sombre, on va dire. Alors sombre peut-être pas forcément dans le scénario, mais plus dans l'animation et autres. Alors attendez, là je fais juste un petit skip. Là, il vient de manipuler le comportement des ennemis. En fait, il va le manipuler justement sur plusieurs points en lançant des grenades. Voilà, là par exemple, hop, l'ennemi il reste comme un flanc devant cette grenade. Et du coup, ça lui permet de le tuer et de le stacker en fait dans un endroit pour permettre de passer tranquillement. Là, il va utiliser aussi un petit dommage boost, son premier du genre. Il va y en avoir tout au long de la run. Vous allez voir, c'est vraiment ce qui est vraiment, on va dire, oh, comment vous dire ça, mais ce qui va être vraiment une des particularités de la run, c'est vraiment ces dommages boost. On va les voir vraiment tout au long. Voilà. Donc ensuite, donc du coup, comme je vous disais, ça a été repris par 343 Industries, donc le jeu a quand même un peu changé, mine de rien. Là, pour le speech de l'histoire, sinon, on va revenir au speech de l'histoire pour ceux qui s'en rappellent plus, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Il faut savoir que là, le jeu se passe en 2501, en gros. En gros, l'humanité a découvert le voyage supra-luminique, donc qui nous a permis en fait du coup de coloniser d'autres terres. Et en colonisant ces terres, en fait, nous avons découvert les Covenants qui malheureusement en fait nous ont attaqués euh, sous prétexte d'une potentielle divergence religieuse. Voilà, donc face à ça, du coup, nous on décide d'utiliser une de nos planètes colonisées, donc la planète Reach, pour en faire une planète militaire et justement créer des super soldats, des Spartans. Donc ces Spartans qui sont comme là notre antagoniste principal, donc John 117, notre Master Chief, voilà, qui ont malheureusement été éradiqués face aux Covenants. On n'a pas réussi en fait justement à lutter contre, pas du tout réussi même. Et en fait, ça a été un peu le topo de Halo Reach. On essaye de sauver le peu qu'on a et de sauver les IA, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut. Et la seule chose qui arrive à sortir, entre guillemets, à être évacuée de cette planète, c'est le Pillar of Autumn, le vaisseau dans lequel on était. Avec notre Master Chief, justement, qui est un des derniers Spartans, voire le dernier à ce moment-là, en tout cas. Voilà. Donc là, il faut savoir que dans la première phase, en fait, donc on est poursuivi par les Covenants, malgré le fait, en fait, que justement, on arrive à s'échapper de la planète Reach. Eux, ils ont une technologie beaucoup plus avancée, ils arrivent à nous rattraper.
Et du coup, ce qu'on fait face justement au nombre de vaisseaux qui nous pourchassent, on est obligé en fait de prendre l'intelligence artificielle du Pillar of Autumn, qui est Cortana, et de la mettre en fait dans notre base neuronale, on va dire ça comme ça, notre base neuronale, on va dire, ouais, pour la protéger car elle contient en fait toute notre technologie, toutes les informations sur notre technologie et surtout des informations sur l'emplacement de notre Terre. Donc ça, il faut à tout prix qu'on puisse le protéger. Donc nous, en fait, on est un peu le garde du corps de Cortana. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on arrive à être évacué du Pillar of Autumn qui va malheureusement s'écraser sur le Halo. Halo qu'on a découvert, entre guillemets, par hasard suite à l'évacuation de Reach. Et du coup, le Pillar of Autumn est obligé d'accoster justement Halo. Donc voilà, c'est cette espèce de Halo. Voilà. Nous, on évacue justement le Pillar of Autumn pour protéger Cortana. Et là, on s'écrase justement dans un endroit inconnu. Et on s'aperçoit que d'autres personnes sont à proximité. Et qu'il faut bien sûr, entre guillemets, les sauver. Je dis bien entre guillemets parce que là, vous voyez qu'en fait, le runner les tue. Juste pour gagner du temps, parce que dans le jeu en fait vous les sauvez et là il y a une petite animation qui se passe, en gros il y a un vaisseau qui vient les chercher, etc. Et bien sûr ben, s'il n'y a plus personne, le vaisseau ne viendra pas et on fera gagner un peu de temps entre guillemets au runner. Donc là il fait vraiment des spawn kills, à peine ils arrivent, il lance des grenades, il les tue, grenades plasmiques. Il va utiliser principalement donc là le pistolet qu'on voit, donc c'est alors pas celui-là, celui juste avant. Donc le pistolet à plasma, donc qui est très bien, qui a une cadence de tir assez importante, mais surtout qui peut charger en fait ses tirs et en gros two shot un ennemi, voire one shot certains ennemis. Donc ça c'est assez intéressant. Il va pas prendre le Needler qui est une arme très très forte. L'arme vous savez avec les cristaux roses en fait. Voilà, je pense que c'est tout simplement car le temps que les munitions explosent et qu'elles soient stackées sur les ennemis, ça fait perdre trop de temps. Alors que pistolet à plasma et tir par exemple de sniper, ben, tout shot l'ennemi. Alors que le Needler va mettre beaucoup plus de temps. Voilà, donc ça c'est un des choix surtout du runner, enfin je pense que le choix le plus optimal. Là il va se mettre vraiment sur une zone, voilà, pour vraiment spawn kill en fait les ennemis. Il envoie les grenades, donc celle-là on se dit elle a disparu. Et c'est vrai que j'ai dû regarder plusieurs fois la vidéo pour voir qu'en fait elle était apparue ici, voilà. Alors je pense que c'est celle-là, je suis pas sûr, mais dites-moi au pire dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi c'est celle qu'on vient de voir éclater là. Donc voilà, là il fait vraiment du spawn kill, il tue ces petits monstres que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Les Groots ça s'appelle, si je vous dis pas de bêtises. Je suis content parce que j'ai retrouvé en fait le fascicule que j'avais, ainsi que la boîte d'origine de mon jeu que j'avais sur PC. Et en fait justement on a toutes les informations dessus, enfin il en manque quelques-unes mais on a les informations. Et là je peux vous dire oui c'est les Grunts, Groot, comme moi je pense que c'est les Groots que ça se prononce. Et en fait ces petits persos là ils sont très sympas parce qu'ils avaient toujours des commentaires assez hilarants on va dire. Et ça faisait un peu le charme de Halo, qui est pourtant très sérieux, mais ce petite touche d'humour qui est un peu décalée et qui passe très bien dans la licence. Qui passe très bien dans la licence. Voilà, donc là vraiment on est sur un speech pour l'instant, donc on a atterri sur ce Halo. Là on essaie de regrouper le peu de forces qui ont réussi à s'échapper. Là on voit encore une capsule justement s'écraser. On va essayer de sauver un maximum de monde pour se regrouper. Donc là c'est le premier speech. Donc on va prendre maintenant un Warthog. Là il tue pareil, il tue en fait le soldat dessus. Car en fait ce soldat là il aurait fallu qu'il soit évacué aussi par la suite dans la prochaine mission. Donc là il le tue comme ça, il se prend pas la tête. Et là il prend donc le Warthog. Alors il faut savoir que par contre le Warthog à manier c'est pas si facile qu'on croit, c'est assez compliqué, ça demande une certaine prise en main et c'est vrai que à chaque fois par exemple qu'on saute il a tendance un peu à dévier et ça arrive souvent qu'on se prenne un mur, tout simplement qu'on se renverse et c'est vrai que c'est vraiment pas en fait un véhicule facile à prendre en main. Donc j'en profite aussi pour parler un petit peu de nos antagonistes, les personnages vraiment principaux dans le jeu.
Donc on a bien sûr notre Master Chief, bien sûr, notre John 117. On va avoir Cortana, donc l'intelligence artificielle là qu'on escorte, qui est vraiment très importante pour, on va dire, toute l'humanité. On va avoir enfin notre capitaine Jacob Keyes, donc capitaine du Pilar of Autumn, le vaisseau qu'on a vu au tout début. Donc voilà. Et enfin, on va avoir une autre intelligence artificielle, on va dire l'intelligence artificielle qui est affiliée au Halo, donc qui va être Gulti Spark. Donc on reviendra sur certaines intelligences artificielles tout à l'heure, car elle est assez intéressante et je pense que vous avez pu voir une intelligence artificielle dans un autre jeu, un autre jeu, un autre jeu qui parle beaucoup à pas mal de monde aussi et qui est aimé des speedrunners. Donc ensuite, j'aimerais aussi faire un petit point, en profiter justement pour ces moments un peu longs entre guillemets, pour faire un petit point surtout sur la musique. La musique qui fait vraiment le charme de Halo, je trouve. Là, malheureusement, on verra pas les cinématiques, on n'entendra pas les musiques, mais c'est vraiment ce qui crée l'ambiance du jeu et qui ajoute un gros surplus à ce jeu, qui a fait vraiment sa popularité, je pense, parce que ce menu principal où vous avez les voix un petit peu de chœur, enfin un peu, voilà, comment dire, un peu avec une signification un peu religieuse. Je pense que c'est ce qui a fait un petit peu le charme de Halo et c'est ce qui a créé aussi le mystère autour de ce Halo justement. Là, il récupère le sniper. Et donc, alors, en fait, justement, la musique qui est faite par Martin O'Donnell et Michael Salvatori. Voilà, Salvatori, j'espère que je le prononce bien. Il faut savoir que ça a été fait par un orchestre symphonique et une guitare électrique. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, il arrive bien sûr à des petits points où il va, entre guillemets, tuer nos alliés. Voilà, pour éviter de les évacuer. C'est un gain de temps assez considérable parce que c'est toujours un poids, je peux vous dire, en ayant fait le jeu plusieurs fois, on a tendance à vouloir les tuer nous-mêmes parce que ils sont vraiment... bon, je vais vous dire le mot, mais ils sont débiles. Hein, voilà. Donc c'est vrai que ça, on avait tendance à le faire même nous-mêmes. Donc ensuite, du coup, je voulais juste aussi faire une petite aparté sur cette voix un peu suave qu'a le héros, qui fait aussi tout son charisme. Donc c'est la voix, en fait, pour la voix française, hein, de David Kruger. Donc vous avez dû peut-être l'entendre récemment, justement, dans un film, enfin un film d'animation, on va dire, entre guillemets, enfin de base d'animation, qui est Mulan. Et en fait, il a aussi donc doublé le sergent Kyang. Donc si je dis pas de bêtises, vous vérifierez. Et normalement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc là aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est que en fait, au final, le jeu propose des maps assez grandes, assez vastes, qui créent des fois des moments un peu où on a l'impression d'être un peu seul, où ça manque peut-être un petit peu de détails ou de comment dire de méchants. Mais au final, on est tellement happé par la mission on fait pas attention. Et de toute façon, on a tendance deux fois à essayer de passer rapidement certaines zones pour aller rapidement en fait à la prochaine mission si vous voulez. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les jeux ne demandaient pas vraiment de gain d'expérience en tuant des ennemis, ne demandaient pas justement comment dire à looter un petit peu certaines choses sur les ennemis. Donc on n'avait pas besoin de s'embêter à comment dire à tuer tout le monde pour avoir tel niveau, avoir tel camouflage ou autre. Là c'était vraiment le jeu, vous tuez les monstres si vous voulez et vous les tuez pas si vous voulez pas en gros. Il y a juste certains moments où on est obligé de les tuer pour faire avancer l'histoire. Comme là justement il est un peu obligé de clean la zone pour pouvoir en fait faire avancer le scénario. Voilà, on va se faire livrer justement un Warthog par la suite et là il faut qu'il tue justement tout le monde pour avoir ce Warthog et débloquer un peu la suite de la scène. Là il est pas très content, il a pas réussi à le tuer direct, mais ça reste assez propre. On va voir que tout au long de la run quand même c'est assez propre et même les erreurs qu'il fait au final il ne comment dire il ne perd pas le contrôle, justement, des fois il prend ça un peu à la rigolade, c'est étonnant. Et je salue vraiment le runner qui fait quand même quelque chose de propre et qui, malgré le fait des fois qu'il fait des erreurs, sait quand même garder le contrôle. Et ça, c'est très fort. Je le remercie aussi tout simplement aussi parce qu'il a mis les touches, et ça on le voit pas forcément souvent.
Et là on peut voir toutes les touches qu'il utilise et ça c'est intéressant. Donc on va voir qu'il utilise principalement donc, le sniper, fusil à pompe par la suite qu'on verra, et aussi le pistolet à plasma. Et que au final il se fait pas tant toucher que ça, mais c'est plus les munitions qu'il doit vérifier. Et qui doit justement qui doit réussir à récupérer sur certains ennemis ou autres. Et c'est vrai que le sniper, moi j'avais souvenir de pas, enfin de le trouver très sympa, très intéressant, mais souvent de devoir l'échanger parce que j'avais plus de munitions. Donc là il fait une chose intéressante, il se met directement, alors ça s'appelle du coup un pélican, il se met en dessous le pélican, et là en fait en gros le pélican va l'écraser, et ça va le faire, ouais, voilà, ça va le faire popper en fait à l'intérieur du pélican, et ça skip la petite animation. Oui donc là en fait il récupérait pas un Warthog, il passait à l'autre scène. Alors là maintenant le speech de cette partie là, donc là c'est le True on Reconciliation comme elle vient de dire. Donc ça c'est le vaisseau des Covenants. Et malheureusement en fait le capitaine Keyes a été emprisonné dans ce vaisseau-là. Donc là, notre but, c'est vraiment d'aller le libérer. Dans un premier temps, c'était de rassembler toutes les forces qu'on avait justement sur le Halo qui s'était écrasé. Et là maintenant, c'est de récupérer les forces qui se sont fait emprisonner par les Covenants, dont justement notre capitaine. Donc là, il va essayer de faire entre guillemets un spawn kill, mais avec nos alliés. Malheureusement, il le loupe. Il le loupe, je crois, plusieurs fois. Et une deuxième fois, non? Non, il arrive à le faire celui-là? Oui, c'est bon, il arrive à le faire. Oui, là, il arrive à le faire. Voilà, pour pas s'embêter justement avec nos alliés qu'on doit souvent attendre et ça nous fait perdre du temps. Parce que tant qu'ils sont pas là, en fait, techniquement, on peut pas avancer forcément dans le scénario et c'est pas terrible non plus. Alors que s'ils sont morts, bah, le jeu considère qu'ils sont plus là et qu'on n'a plus besoin de les attendre. Donc ça c'est tout simple, c'est assez simple. Donc voilà. Donc ensuite, justement, donc comme je vous ai dit les voix, je vous ai dit un petit peu ce qui s'était passé. Il faut savoir, voilà, juste pour les Covenants, parce qu'on voit qu'ils sont déjà installés, les Covenants, sur le Halo. Que le Halo, pour eux, est considéré un peu comme un sanctuaire, comme un... Alors comme un fort, au final, c'est un fort, comme on appelle ça, c'est le Forerunner. Voilà. Et en fait, pour eux, ça, le Halo a une signification religieuse. Et on s'aperçoit qu'en fait, le Halo, avec le temps, qu'on va voir justement à la fin, normalement, enfin, que dans la trame scénaristique, normalement, on connaît à la fin, justement, de ce chapitre-là, que le Halo est une arme, en fait. Donc le Halo est une arme, justement, et que, justement, peut-être, les Covenants aimeraient peut-être bien l'utiliser pour se débarrasser de certaines choses. Mais actuellement, au final, ils ont découvert un peu trop de choses et ils ont actuellement peur. Je vous dirai ça au fur et à mesure que le jeu avance. Donc voilà, il reste particulièrement donc avec ces deux armes. En gros, il peut tout shot en gros. Il a juste à switcher entre les deux armes. C'est sniper, pistolet à plasma. Là, en fait, vous voyez, là en gros, il peut directement tirer à travers en fait les comment dire, l'ouverture. Ça c'est une chose qu'on pouvait faire nous-mêmes en fait, hein, parce que de temps en temps on voyait justement on va dire des petites pattes qui dépassaient du vaisseau et c'est un truc qui arrivait souvent. Le temps d'attendre, on regardait avec le sniper et on les pétait. Voilà, donc là il tue tout le monde assez rapidement. Sniper très fort. Très très fort même. Voilà. Alors là il va faire un truc après justement, parce qu'il y a des hunters qui vont tomber, donc c'est les gros élites en fait. Et là il va nous faire un truc magnifique. Voilà, c'est bam, bam. Voilà, et là il est tué. En fait, il y a un petit point faible, si vous voulez, sur leur carapace. Vraiment, entre les pieds et la fin de leur carapace, il y a une petite zone en fait jaune où il suffit de tirer en fait, et c'est leur point faible, et ça leur fait beaucoup plus de dégâts. En règle générale, quand vous tirez dans le dos ou que vous donnez des coups de crosse en fait dans le dos des ennemis, ça fait beaucoup plus de dégâts. Là, il va faire quelque chose d'intéressant, notre premier OOB, donc en dehors des limites du jeu. Là, il a pas eu de chance, l'IA s'est mis juste devant, donc ça, c'est vraiment pas de bol. Parce qu'il a besoin d'un certain nombre de grenades pour l'exploser, si vous voulez. Donc là, il va péter donc du coup justement le tank adverse. Donc là, il le pète, il va se mettre à l'intérieur. Et là, en gros, il va passer en dehors des limites du jeu, ça va le... Hop, alors je sais pas comment... Voilà, là, ça le TP, ça le fait monter. Ça le propulse en fait, et ça le propulse en dehors des limites du jeu. Voilà, donc c'est un OOB. Voilà, out of band. Voilà, donc là il va se diriger directement vers une salle qui est un peu plus avancée dans le scénario, si vous voulez. Et souvent il va utiliser ou des checkpoints pour revenir, ou sinon directement arriver dans des salles et continuer
continuer le scénario du jeu. Donc là c'est toujours intéressant je trouve de pouvoir justement sortir du jeu pour voir un petit peu comment il est fait. Ça je trouve ça très, très sympa. Et là hop là il revient directement dans le jeu. Et là le temps que ça charge, voilà, le checkpoint le met en fait au moment où il doit être. Donc c'est pas mal. Donc on va voir souvent aussi que le runner va aller dans des pièces et va repartir directement. Juste pour activer en fait si vous voulez des comment dire, justement pour activer en fait la suite du jeu. Parce qu'en fait il suffit des fois juste de passer dans une pièce, de passer une limite pour activer la suite du jeu. Donc vous allez voir des fois il va juste en fait accéder à une pièce et repartir directement. Alors là c'est magnifique ce qu'il fait. Là c'est un dommage boost, paf paf paf. Voilà, il a calculé ses grenades pour pouvoir remonter par la suite. Et il a pris justement un petit bouclier. Donc ce bouclier qu'on voit en haut à droite. Donc là il faut savoir qu'en fait on peut avoir plusieurs stacks du bouclier qu'on a de base. Mais par contre ces stacks là ne se rechargent pas. Voilà. Après c'est ça qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'on a un bouclier qui se recharge assez rapidement. Et justement les dommages boosts sont très permissifs parce que du coup ça n'attaque pas notre vie principale si vous voulez en fait. Ça attaque vraiment que ce bouclier qu'on a. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu ce que... Enfin, le jeu est un peu caractérisé, justement, le speedrun plutôt, est caractérisé un peu par les dommages boosts parce que ce bouclier nous permet d'en faire vraiment beaucoup, malgré le fait qu'on soit en héroïque. Donc les ennemis sont relativement lents aussi, hein, en fait, dans le jeu. Je m'en étais pas aperçu, mais c'est vrai qu'avec le speedrunner, on voit vraiment qu'ils sont lents. Et surtout la deuxième catégorie d'ennemis aussi. Donc on a quand même pas mal de grenades parce qu'on a 4 grenades à plasma et 4 grenades on va dire normales. Donc ça nous fait quand même un panel de 8 grenades. Hop là, un tir de mort, magnifique. On a nos petits élites invisibles. Élites invisibles qui sont assez fragiles mine de rien. Qui sont juste chiants à repérer. C'est juste ça, ça peut faire perdre un peu de temps. Parce que des fois on les voit pas. Et même le speedrunner des fois il a un peu de mal à les retrouver. Donc là, hop, donc bien sûr toutes les scènes elles sont skippées. Là on libère le Capitaine Keys, on apprend que le halo est une arme. Et que du coup, ce qu'on aimerait bien trouver, c'est, alors que je vous dise pas, attendez, c'est bien sûr trouver la salle de contrôle. C'est trouver la salle de contrôle. Ah oui, voilà, donc là on libère le Capitaine Keys, oui, voilà, que je vous dise pas de bêtises. Là, avant de trouver la salle de contrôle, bien sûr, il faut savoir où elle est, et on va en fait trouver le cartographe. Cartographe qui va nous permettre de savoir où est exactement cette salle de contrôle. Et vous allez me dire, comment on sait où est le cartographe? Je crois que c'est Cortana qui a réussi à le récupérer, ou à l'entendre, enfin bref. Et du coup, elle sait où est le cartographe. Hop. Alors je sais pas pourquoi il s'acharne sur lui. À mon avis, c'est bien précis. Mais voilà, donc là justement, mission, en gros, escorter quasiment le Capitaine Keys et aller au cartographe. Donc là, il doit tuer certains ennemis, c'est ce qui permet d'avancer. Hop, et là, attention, nickel. Ça skip en fait là en gros la scène. Et c'est nickel, on passe à la suite. Donc là, voilà, rendez-vous sur l'île qui comporte le cartographe. Donc il faut savoir qu'une grosse partie en fait du Halo est souterraine. Donc en fait, on a beaucoup comment dire, de structures qui sont à l'intérieur du Halo. Voilà, comme dit Cortana, c'est un Forerunner. Le Forerunner, donc voilà, c'est un gros fort entre guillemets. Et donc du coup, en fait, c'est pas mal protégé. On a pas mal de structures aussi internes au Halo. C'est pour ça qu'en fait, à l'extérieur, on voit pas grand chose, parce que tout est à l'intérieur. Donc là, c'est intéressant parce que le jeu nous indique, vu comment le pélican est orienté, vu que les ennemis sont devant nous, nous indique qu'il faut aller devant. Voilà, c'est contre-intuitif en fait justement de passer par derrière, et pourtant c'est beaucoup plus rapide car en fait cette île elle est ronde, et en gros on a tendance à partir devant, à prendre un Warthog qui passe par là, et à faire tout le tour de l'île. Mais justement, les runners, ils n'ont pas envie de faire ça. Et ils sont aperçus qu'en passant par derrière, mine de rien, c'était plus rapide. Et que par chance, en fait, il y avait aussi un Warthog qui avait été mis à cet endroit-là. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc là, ils sautent juste, on va dire, pour le fun, pour pas s'embêter. Voilà. Parce qu'au final, ça fait pas gagner de temps. Là, vous voyez, là, ils sautent pas. Là, ils sautent. Enfin, voilà. Donc ça, vous prenez pas la tête avec ça. C'est juste
pour pas s'embêter. C'est une chose qui m'arrive de faire aussi dans certains jeux, quand on a un peu marre. Vous pouvez le faire sur CS souvent, des fois, quand ça vous saoule. Bon, après sur CS c'est différent, ça va vous permettre de gagner un peu de vitesse avec certains trucs, mais enfin bref. Je vais pas me lancer sur des choses que je ne maîtrise pas. Donc là, on a le Warthog. On arrive directement. Ça, c'est une chose que moi-même je faisais. Je pense que vous avez dû le faire aussi pour ceux qui ont joué. C'est rentrer dans les bâtiments avec le Warthog. On n'a pas envie de s'embêter à tuer les ennemis. On rentre directement. Si on a un, on l'écrase et voilà. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est qu'il va utiliser justement ce Warthog. Hop, il passe sur le côté. Et là, il rentre directement avant que la porte se ferme. Et du coup, il arrive à passer et à skipper une petite scène. Donc là, il va se louper. Il va se louper. Mais c'est pas grave. Hop, il va revenir. En fait, le but, c'est qu'il tombe pas justement sur une surface plane. Il veut tomber justement sur une surface un peu, entre guillemets, incurvée, pour pouvoir lui permettre de glisser. Et éviter, en fait, justement, d'avoir une chute mortelle. Donc là, vous allez voir, là, ça va être bon. Là, hop, il est poussé, et hop, c'est bon, nickel. Donc là, il a très peu de dégâts. Là, celui-là, il peut se permettre de le prendre, il n'y a pas de souci. C'est pas énorme. Et là, hop, on arrive au cartographe. Cartographe, maintenant qu'on a pris, on sait maintenant où est la salle de contrôle. On peut passer au suivant et se faire peut-être un petit dommage boost avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Magnifique ce dommage boost. Magnifique. 6 grenades pour faire un dommage boost exceptionnel et arriver à revenir directement en haut, quoi. Donc là, justement, avec le checkpoint, en fait, ça le TP au moment donné et le temps donné, en fait, pour revenir vraiment dans la bonne scène scénaristique, on va dire, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Qui va être souvent avec l'arme de base, là, ce petit pistolet. Le petit pistolet, tiens, attendez. Je vais essayer de vous trouver un peu le nom, justement. Normalement, je l'ai. Parce que c'est un pistolet que j'aimais beaucoup. Pistolet M6D. M6D. Un pistolet très sympa, avec un petit viseur dessus. Je trouvais très fort. Avec un tir dans la tête qui fait bien mal. Donc voilà, hop, là, il two shot. Hein. Bon, two shot avec une balle dans la tête ou 2 balles dans la tête. Mais il est quand même très bon ce pistolet. À cette époque-là, il n'y avait pas justement les... on pouvait pas assassiner les élites par derrière. Une chose qui est assez intéressante par la suite, justement, qui fait gagner du... Alors, gagner du temps, je ne sais pas, mais qui était pas mal, justement. Donc là, hop, voilà, on arrive à être évacué, il est passé encore en dessous. Il se fait TP directement, justement, dans le pélican. Et là, on peut repartir direct. Ça skip une petite scène, ça fait gagner quoi, 1-2 secondes. Mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Donc là, justement, on arrive... donc là, c'est tout simple. Hein. On arrive dans la salle de contrôle, le centre de contrôle. Et là, on va un peu surprendre justement les Groots, là, en arrivant un peu par en dessous. Donc là, on fait un peu peur. Et là, ce qui va se passer, c'est tout simplement, en fait, on va prendre Cortana, notre intelligence artificielle, et on va l'insérer dans la salle de contrôle. Et elle va pouvoir nous indiquer, en fait, enfin, nous indiquer, oui et non. Elle va nous affoler plutôt, le mot, voilà, ça va être nous affoler, sur le fait que Keyes, le capitaine Keyes, cherche une cache d'armes et que cette cache d'armes n'en est pas une et qu'il faut aller vite l'arrêter et vite le retrouver avant qu'une grosse connerie se passe, mais sans justement détailler un petit peu la cause de cet affolement. Elle nous envoie plus rapidement chercher Keyes parce que Keyes cherche pas la bonne chose. Elle nous indique aussi justement, alors là c'est très intéressant, je reprendrai par la suite. Là c'est très intéressant, en fait, ce qui est bien c'est que le jeu offre beaucoup de zones où on peut voir des petites limites. Attendez, je vais revenir là-dessus. Là en fait, il y a un Banshee qui arrive, donc ce véhicule là, hop, en se mettant à cet endroit précis, voilà, il fait bugger et il peut le prendre et skipper une bonne partie du chapitre. Parce que là normalement c'est pas fait pour le prendre. Alors cette chose là on pouvait le faire hein, dans le jeu hein, justement. Hein. On pouvait, j'ai déjà réussi à le prendre à ce moment là justement donné, sans faire sa strat. Mais c'est assez compliqué. Mais on pouvait le faire et on pouvait le faire aussi avec le fusil à plasma de temps en temps quand on le chargeait et qu'on le lançait justement sur un Banshee. Il avait tendance à s'écraser et on avait un petit laps de temps pour pouvoir le prendre. Donc ça c'était intéressant, on pouvait le faire de temps en temps et c'était possible. Et comme je disais pour en revenir tout à l'heure, en fait, le jeu, comme il est un peu... comporte pas mal de comment dire,
pas de détails, mais on va dire comme il est pas très bien fait, vu que la texture offre, on dirait, pas mal de formes géométriques, on va dire. Il y a pas mal d'arêtes et autres qui nous permettent en fait qui permettent surtout aux speedrunners d'avoir justement des points en fait où il va pouvoir en fait s'orienter pour pouvoir faire des OOB, pour pouvoir récupérer certaines choses, pour pouvoir faire des dommages boost corrects. Et ça, c'est assez intéressant. Alors là, si vous le savez, moi ça m'intéresse, je comprends pas pourquoi il envoie une grenade là ici. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc si vous savez, j'aimerais bien le savoir parce que là j'ai aucune idée et j'ai l'impression que ça sert à rien. Et je comprends pas parce que les grenades sont quand même assez importantes dans son speedrun. Donc je vois pas pourquoi il s'enlèverait une grenade en fait. Ah oui, 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 à cette époque-là, il n'y avait pas de boost hein, sur le Banshee. Hein. Donc vous inquiétez pas. Là, on est à fond. On est à fond. Donc là, il skip une grosse partie. Même les ennemis, du coup, sont pas activés. Même les ennemis ne sont pas activés. Normalement, ça, vous le faites avec un Ghost. Un véhicule, vous savez, au sol, un véhicule ennemi, entre guillemets. On utilisait plutôt le Ghost ici. C'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup, justement, de tanks ennemis. Et c'était assez dur à passer. Surtout en héroïque. Donc les Banshee qui vont être vraiment, on va dire, le véhicule essentiel aux speedrunners. Qui vont permettre de faire des OOB, qui vont permettre de passer à certains endroits. Et sans le Banshee, je peux vous dire, on rajouterait au moins facilement 2 heures au speedrunner. Donc là, ça va être intéressant. Regardez, premier OOB avec le Banshee. Il tape dedans, paf, il retape, hop. Et là, hop, il se fait TP. Alors normalement, il se fait TP. Alors je sais pas si c'est au-dessus, en dessous, enfin bref. En gros, le Banshee, et je pense, hein, rectifiez-moi si c'est pas bien, c'est pas bon ce que je dis, mais je pense qu'en fait le Banshee rentre un peu en le tapant comme ça, il rentre à l'intérieur si vous voulez de la surface, et rentre un peu dans le jeu. Et en rentrant à l'intérieur, en fait, du coup, c'est comme s'il rentrait en fait à l'intérieur du jeu en fait, si vous voulez. Et du coup, ça le pousse, ça le compresse dans un autre endroit. Et du coup, ça l'envoie justement dans une salle suivante. Et la salle qui le fait arriver directement à la fin du chapitre. Donc c'est top. Là, on arrive justement pour retrouver le Capitaine Keyes. Capitaine Keyes qui cherche entre guillemets cette cache d'armes. Et malheureusement, on va découvrir quelque chose de beaucoup plus effrayant. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'avait fait, mais qui m'avait foutu les foies quand j'étais petit et que je jouais à ce jeu-là. C'était mon jeu préféré hein, à cette époque-là. Je l'ai fini plusieurs fois. Et je peux vous dire que j'avais toujours le cœur qui battait à fond, on va dire, à chaque fois que j'arrivais à ce moment-là, parce que je savais ce qui m'attendait. Et je redoutais la cinématique des... bah, je veux vous le dire, hein, de toute façon, vous la connaissez, la cinématique avec les Floods. Les Floods qui vont arriver, cette entité, ces parasites, on va dire. Oui, c'est des parasites. Donc un peu à la... On va dire un peu à la Half-Life. Pour comparer, un mi-chemin entre Half-Life et Alien. On va dire ça comme ça, si vous voulez. Oh, c'est des monstres qu'on retrouve dans pas mal d'autres licences de toute façon, surtout ceux qui explosent. D'habitude, c'est plus des spores qu'ils envoient, mais là en tout cas, ils explosent et il y a plein d'autres petites bêtes qui en sortent. Mais voilà, donc c'est vrai que c'était un moment assez effrayant de mon enfance, ce moment-là, avec la découverte des Floods et cette cinématique assez flippante. Cinématique que je pense, alors je sais pas si je retrouverai l'original, mais je pense que je la mettrai peut-être à la fin de ce speedrun. Juste pour ceux qui ont joué, qui ont envie de retrouver le petit frisson de leur enfance, si comme moi vous l'avez eu. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va passer, en fait, il va essayer de se mettre entre guillemets dans cet entresol, grâce à un espèce de grenade boost. Il va se mettre dans l'entresol pour pouvoir en fait passer le mur et arriver directement dans la zone d'après. Donc là, bon, là il a loupé, c'est pas grave. Il perd un peu de temps, mais il reste serein quand même. Hop, là c'est bon. Là cette fois il va pouvoir passer. Donc là il est dans l'entresol, il vérifie. Et là c'est bon, il passe en dessous le mur en gros, ou passe au-dessus. Enfin en tout cas, il passe à travers. Là, on a notre fusil à pompe. Alors, pour les puristes, ce fusil à pompe, que je vous dise exactement, fusil à pompe M90. Ah oui, du coup, on voit très peu notre fusil d'assaut, hein, qui est un peu l'emblème de Halo. Fusil d'assaut, le MA5B, là, qu'on n'a pas du tout.
On n'a pas du tout. On a vraiment le fusil sniper S2 AM et on a ce fusil à pompe M90. Donc fusil à pompe qui est quand même pas mal utilisé, surtout contre les Floods. Donc là on les a. Donc là on n'a pas cette scène justement où en fait en gros le capitaine Keyes ainsi que les soldats qui l'encadraient se font attaquer. Font attaquer par les Floods. Et je trouve ce moment assez prenant. Assez prenant. Donc là il s'embête pas, hein. Il a pris directement l'invisibilité. Alors à cette époque là c'était plus des items qu'on chopait au sol en fait. Et c'était pas une capacité entre guillemets semi-permanente qu'on pouvait activer un peu comme on voulait. C'était vraiment en fonction des items qu'on trouvait au sol. On pouvait l'avoir. Et ils les ont repris dans les autres jeux. Donc justement c'était assez intéressant de l'avoir justement que pendant certains moments. Après c'est pas mal aussi de pouvoir spécialiser son perso. Mais là c'était rare de l'avoir et là ça lui permet vraiment d'être tranquille. Là le petit dommage boost, hop. Et ça lui permet d'être tranquille pendant toute cette scène qui est assez compliquée. Parce que à l'image un peu des tyrannides, ils sont peut-être pas forts mais ils sont très nombreux. Très nombreux. Donc là maintenant on va rencontrer un des personnages aussi très intéressants du jeu. Qui va être notre 343 guild Spark, que je dise pas de bêtises, j'allais dire Stark, guild Spark, voilà, qui est pour rappel du coup justement l'intelligence artificielle, en gros qui s'occupe un petit peu du Halo. Voilà, et pour ceux qui ont déjà joué à Portal 2, vous noterez une petite ressemblance entre les personnalités et peut-être même le design des deux IA. Donc ça vous me le direz aussi. Mais je trouve que... Alors je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais je trouve qu'il y a quand même une belle ressemblance. Et c'est assez marrant à voir. Assez marrant à voir. Donc là il essaie de fuir, il faut vite qu'il arrive en fait justement à côté de cette structure là pour déclencher en gros la cinématique. Il faut qu'il tue ces petits drones, on va dire ça comme ça. Ces petits robots qui tuent un petit peu les ennemis et au bout d'un moment la cinématique va se lancer. Alors je sais pas exactement quand exactement. En fait qu'est-ce qu'il doit faire? Je crois qu'il doit tuer juste les... Il doit tuer... Voilà, là on le voit juste là-haut. Normalement il doit tuer vraiment juste les... Oh que je vous dise pas de bêtises, les espèces de drones. Voilà, là il le voit le dernier, hop. Ah il le loupe. Faut savoir que cette arme là elle a une espèce de... d'autolock mais qui est minime en fait, qui peut courber un petit peu entre guillemets, qui permet aux balles d'être un peu courbées quand l'ennemi est proche. Donc il n'y a pas besoin forcément de le viser directement, des fois ça se courbe un petit peu pour le toucher. Et c'est pour ça que cette arme est assez puissante. Donc là on arrive dans la librairie, bibliothèque. Hein. Donc là le speech de ce chapitre là c'est de... Donc là en fait, là vous voyez pas mais à droite en fait il y a un index. Cet index là nous permet en fait d'activer le Halo. Et en gros, l'intelligence artificielle, ce guild Spark là, nous dit bon c'est pas grave, les Floods ont été libérés par inadvertance, c'est pas grave, c'est des parasites, ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le Halo, et comme ça cette arme qui est le Halo va détruire tous les Floods et il n'y aura plus de soucis. Ça c'est, il nous vend ça comme ça. Et il nous dit, bon bah voilà, par contre, pour activer le Halo, mec, il va falloir que tu ailles chercher l'index. L'index qui est au milieu, et moi je peux pas le prendre parce qu'il faut que ça soit une entité, entre guillemets, une entité biologique qui le chope, parce que nous on n'a pas le droit de le prendre. Donc là c'est très intéressant ce qu'il fait. Il va le tuer à un certain endroit, vous voyez, là ça dépasse juste un petit peu la limite. Alors, et je sais pas comment ça se passe, il a juste à, voilà, en fait il s'est accroupi. Et là, ça lui fait un espèce de boost en avant et ça lui permet de passer à travers en fait cette porte. Il va le faire de temps en temps justement. Et il faut qu'à chaque fois en fait le monstre meure et qu'il y a une petite portion du monstre qui dépasse cette limite qu'on voit au sol. Voilà. Donc pour revenir au speech, donc là justement on va chercher l'index. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étages. Ça c'est un des... franchement, je pense que ça c'est un des chapitres les plus durs je trouve du jeu. Un des chapitres du jeu le plus dur. On aimerait bien faire comme lui justement, skipper, mais au bout d'un moment on se fait déborder et on se fait avoir parce qu'ils sont trop nombreux et ils nous font trop de dégâts. Et même si on essaye de skipper, au bout d'un moment on se prend trop de dommages et on meurt. Et on aimerait bien faire comme lui. Mais on est obligé d'avancer à tâtons. Et donc là on va avoir plusieurs étages et ce qui fait que ce niveau là a l'air très long, c'est qu'en fait comme les étages sont similaires, on a l'impression
d'être vraiment, de tourner un peu en rond. Et c'est vrai que du coup ça rallonge encore plus, même psychologiquement, ça rallonge le chapitre. Donc pour moi je pense que ce chapitre-là, celui-là, c'est vraiment ce qui définit le plus le Halo 1. C'est vraiment ce moment assez stressant avec ces floods, ce moment qui est assez difficile mine de rien, et où l'intrigue justement arrive un peu à comment dire, à maturité, on va dire ça comme ça, parce qu'on s'est toujours demandé ce que c'était, on arrive sur quelque chose qu'on connaît pas, on sait que ça a une signification religieuse, et on s'attend à un truc un petit peu, enfin je sais pas, vous êtes un peu déboussolé, un petit peu pour ceux qu'on fait, la comparaison est peut-être pas forcément la bonne, mais vous avez cette sensation comme quand vous faites le premier Assassin's Creed, vous savez pas ce qui vous attend, vous savez pas ce que c'est cette pomme, il y a un côté un peu religieux qui vous, je sais pas, un truc un peu fantasmagorique qui est assez intéressant. Et là, on arrive juste à cette conclusion sur mais qu'est-ce que c'est. On sait que c'est une arme, mais comment elle marche. Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc voilà. Donc là, il se met là, il doit attendre. Là, c'est un moment un peu long, en fait, malheureusement, du speedrun, où ils n'ont pas réussi à trouver de skip. Voilà, ça fait plus de 20 ans quand même que le jeu est sorti. Et malheureusement, là, ils n'ont pas réussi à trouver de skip. Donc il faut attendre que, en fait, en gros, les espèces de robots purifient la zone. Donc là, avec leur laser, ils vont tuer un peu tous les floods qui apparaissent. Et l'IA va arriver pour ouvrir un peu la salle. Et voilà. Donc là, on doit monter en fait tout en haut justement de cette bibliothèque pour arriver à un espèce d'ascenseur, descendre en fait avec cet ascenseur pour, euh, pour en fait permettre à l'espèce de bouclier qui aura autour de cet index pour lui permettre de se désactiver et pour permettre en fait à notre Spartan de récupérer cet index. Voilà. Donc là, hop, on a cette petite porte qui va pouvoir skipper par la suite, vous allez voir. Et franchement, on aurait pu tous le faire. Et c'est vrai que moi, je n'y avais pas pensé. Et c'est là qu'on se sent un peu con parfois. Mais c'est très intéressant de voir justement les petites techniques pour aller plus vite. Surtout sur des endroits où on a galéré. Donc là, on est sur cette petite partie. Bon, là, il n'y a rien de bien particulier de toute façon. Rien de bien particulier. Donc là, je crois qu'il va réussir justement à skipper, entre guillemets, à passer cette porte assez rapidement. On avait tendance, moi j'ai essayé de forcer, entre guillemets, le passage ici. Et là, en fait, voilà, petit dommage boost, il passe, et là, hop, il monte. Et voilà, très simple. Je crois même que ça, c'est... on le fait forcément, ça, dans le jeu. Je me rappelle plus exactement, mais ça, c'est très... Au final, c'est très intuitif, quand même. Si je l'ai pas fait, je m'en veux. Voilà, donc là, c'est très embêtant, parce que quand on a un fusil à pompe... pour tuer toutes ces petites merdes, on n'a pas forcément envie d'utiliser à chaque fois une munition de pompe, surtout que c'est très précieux. Donc souvent on était obligé d'avoir une mitraillette, et là ils se permettent pas en avoir justement, parce qu'en fait au final on s'aperçoit que les floods sont assez longs en fait. Ils sont assez longs, ils n'arrivent pas à nous rattraper. Même lui au bout d'un moment il le dit, il se dit tiens, qu'ils sont quand même très longs. Notre petit moment stressant avec notre bruit de bouclier. Ces floods qui ont des lance-roquettes carrément. Et là il n'en prend pas, hein. De toute façon je pense que c'est plus un problème de munitions que tant un problème de potentiel de l'arme. Donc là il a plus que 2 de munitions sur son pompe. Donc c'est là que c'est intéressant justement de voir le speedrunner comment il fait pour récupérer des munitions sur des armes qui sont justement assez comment dire, assez gourmandes. Ça c'est intéressant. Donc là hop, pas besoin de s'embêter, il monte. L'ascenseur qui était très lent, très très lent. Je me souviens de ces moments-là à attendre. Là on clean un petit peu. Hop, là il le tue pour récupérer des munitions. Ceux-là il doit les tuer parce que ça va l'empêcher de passer sinon.
So we're really worried about getting a chip on those, huh? Là, il lance les grenades au bon endroit. Donc là, il va faire aussi quelque chose d'intéressant. Alors là, malheureusement, il va se louper dans un premier temps. Oh. Ouais, il va se louper 2 fois même. Malheureusement. Et en fait, il a besoin que l'ennemi de gauche meure à un certain endroit, comme on a vu tout à l'heure, en fait. Justement, vous allez voir. Donc là, malheureusement, hop, là, il lui saute au dernier moment dessus. Voilà. Donc là, c'est pas bon, il est obligé de refaire. Ce qui veut à tout prix que l'ennemi meure à cet endroit-là. Donc là, il va y aller direct. Hop, il perd un peu de temps, c'est pas grave. Là, vous voyez, il a la tête qui dépasse un petit peu. Il s'accroupit et paf, il passe de l'autre côté. Super. Et là, voilà, il a passé justement cette porte. Alors justement, je pense qu'il peut pas le faire partout parce qu'il a besoin vraiment qu'il y ait un ennemi qui se positionne vraiment au bon endroit. C'est pour ça qu'il peut pas le faire un peu partout. Là, hop, des ennemis vont arriver, hop. En gros, il est spawn kill, paf, magnifique. Le timing est très bien fait, très bien utilisé. C'est assez intéressant. Donc là, il a peu de recharge. Là, il a pas mal de balles, ça va. Là, il va reprendre des grenades. Un peu de vie, par la même occasion. Hop. Il essaye de réduire un peu le nombre d'ennemis quand même pour être un peu tranquille. Là, ceux-là, ils s'autodétruisent. Voilà. Nickel. Il vient de récupérer des munitions. C'est parfait. C'est parfait. Et là, on va voir un skip. À ce moment-là, normalement, il est censé être enfermé entre les deux salles. Et là, du coup, il arrive à faire un petit skip. C'est magnifique. Alors, je sais pas pourquoi il lance exactement ses grenades. Mais en tout cas, hop, là, il se positionne ici. Hop, il rentre à l'intérieur de la porte. Et là, en se positionnant ici, il va envoyer, je crois, une grenade. Là, alors, il prend... Vous voyez, là, il prend le sol. Il envoie la grenade. Et hop. Du coup, ça lui permet avec l'animation, je pense. Alors, je pense, hein, là, je suis pas sûr. Mais je pense que ça lui permet, en fait, de se TP au-dessus de la porte. Là, il doit le refaire, il est retombé. Et là, il doit viser, voilà, la dernière petite arête, vous voyez. Et hop. Et là, il retombe dans la bonne partie du jeu. Alors là, ça va recharger, c'est bon. Et là, c'est bon, c'est réussi. Il a skippé cette zone, entre guillemets, où on doit attendre, justement, et éradiquer tous les monstres qui arrivent. Parce que, a priori, il y a eu un bug selon comment dire, selon Guildspark. Il y a eu un espèce de problème avec les portes, et du coup, on reste un peu enfermé, et lui, un petit peu... son petit côté, on va dire, pas tyrannique, mais voilà quoi, va nous laisser un peu poireauter alors qu'on est dans la merde. Et tout tranquillement, il va nous dire ne t'en fais pas, en gros, je vais débloquer tout ça, faut juste que t'attendes. Et pendant ce temps-là, nous on est comme un con, on se dit putain, c'est la merde, bouge tes petites fesses, même si t'en as pas. Ah paf, toi tu meurs. C'est très étonnant, hein. On a vraiment très peu d'armes au final d'utiliser. Après on n'avait pas énormément d'armes, mais hop. Le timing des grenades est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment bien calculé. C'est vraiment intéressant. Grenades qui sont pas si faciles au final à anticiper à cause de leur rebond. Les grenades à plasma sont beaucoup plus faciles. Alors là il fait venir voilà l'ennemi ici, hop, là il va le tuer de façon qui tombe comme on a vu. Là je crois qu'il s'est un peu loupé, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il a besoin d'un autre ennemi. Alors est-ce que peut-être qu'il en a besoin de deux pour avoir le double boost entre guillemets. Là hop, ouais il y a les deux, ils tombent au même endroit et là paf, il arrive à passer la porte. Donc peut-être qu'il a besoin de deux pour avoir un peu plus de vitesse ou je sais pas. Pour permettre à ce bug de... Pardon excusez-moi, d'être maximisé. Un petit rototo, ça peut arriver hein. Vous êtes sur la piche, hein, vous n'êtes pas sur... voilà quoi. Alors, ensuite, on continue. Petite grenade, comme d'habitude. Là, on arrive... il va encore passer un petit peu, mais là, traditionnellement, hop, avec ce petit boost. Voilà, et là, on va arriver pour récupérer, en fait, l'index. Il faut savoir, alors il va pas y avoir la cinématique, donc vous inquiétez pas, en fait, on va être téléporté directement à la salle de contrôle où il y a Cortana. On va récupérer Cortana, parce que Cortana va nous expliquer qu'en fait, bah oui, le halo, certes, c'est une arme, mais le halo, en fait, il ne tue pas les foods.
il tue sa nourriture. Et comme c'est un parasite, en fait, il va tuer toutes les vies biologiques qui sont situées dans X années-lumière autour du halo. Donc du coup, elle nous dit, John, t'as été un peu naïf là, tu vas arrêter tes conneries, on va se barrer d'ici, et on va faire péter ce halo parce qu'il est vraiment une grosse menace pour tout l'univers. Voilà. Et donc bien sûr, l'autre, il est pas content, hein, donc notre petit Gilspark, parce que lui, en fait, sa mission, c'est que si les Floods, en fait, justement, sortent de l'endroit où il les avait enfermés, entre guillemets, ben, son protocole, c'est de les éliminer. Voilà. Et pour les éliminer, il doit éliminer toute vie autour du halo. Voilà. Parce que la seule chance de les tuer, c'est vraiment de tuer, d'éliminer leur nourriture. Voilà. Donc en gros, là, elle nous dit hop hop hop, on va aller activer ça. T'en fais pas, mon petit gars. Tu vas voir, tout va bien se passer. On va activer le halo. Tu vas voir, ça va être tip top. Donc là, hop, on est TP directement à la salle de contrôle. On revoit notre petite Cortana qu'on avait laissée. Et voilà. Et là, tout de suite, bon, ben là, on est contre eux. Donc là, l'intelligence artificielle ennemie se barre et nous laisse en compagnie de ces sbires, qui essaient de nous tuer, bien sûr, évidemment. Nous, on a repris Cortana et on repart. Et là, du coup, notre mission, c'est de détruire, du coup, justement, détruire en fait le halo. Donc pour détruire le halo, alors que je vous dise pas de bêtises, comment on fait Nanana. Ouais, pour détruire le... que je dise pas de bêtises. Je dise pas de bêtises. Ah, j'ai perdu un moment du speedrun. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, en tout cas, là, le but, ça va être de détruire le halo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... En fait, on va pouvoir se TP par la suite. Grâce à, justement, les connaissances de Cortana et le fait... et la technologie, justement, du comment dire. Alors là, oui, attendez. Je reprendrai après. Là, c'est très beau ce qu'il fait. Donc là, vous voyez, il envoie plusieurs grenades. Ça permet, en fait, aux Banshee de se rapprocher. Voilà, dans un premier temps. Et ça évite aussi que... voilà, vous voyez là, l'élite, là, sur la droite. Ça évite aussi à cette élite là de prendre le Banshee. Parce que souvent les élites en fait prenaient les Banshees et se barraient avec. Et là au moins on est sûr qu'ils le prennent pas. Et en plus ça le rapproche. Donc là il va préparer un futur OB par la suite aussi. Alors je sais pas si c'est tout de suite ou pas. Donc là paf, là on éclate certains trucs. Alors là je sais plus exactement pourquoi c'est. Je sais plus exactement pourquoi c'est. En tout cas, après, là, on va être TP grâce à Cortana. Et on va être TP après dans le vaisseau. Parce qu'on s'aperçoit que pour détruire le halo, ben, la seule chance qu'on a en fait de le détruire, c'est de détruire le Pilar au Photum. Et pour détruire le Pilar au Photum, donc le vaisseau qu'on avait au tout début, hein, le vaisseau qui nous a permis d'échapper de Reach, en fait, il va nous falloir justement l'implant neuronal du Capitaine Keyes. Capitaine Keyes qui se trouvera en fait sur un vaisseau alien. Donc là, en fait, le but, c'est justement qu'on arrive à se TP directement dans le vaisseau alien grâce, en fait, justement à la technologie récupérée sur le halo. Donc là, c'est très intéressant, en fait, ce qu'il a fait, si vous voulez. C'est qu'en fait, il a préparé son OOB, c'est qu'en fait, il a mis déjà son Banshee, en fait, en gros, un peu en dehors, en fait, du jeu. Et ensuite, en fait, il a chargé un checkpoint, il est revenu. Et là, en fait, le Banshee était considéré comme en dehors du jeu. Et il a pu le prendre et en fait passer lui-même en dehors du jeu. En fait, en gros. Donc ça lui permet en fait de passer à travers maintenant tout le chapitre. Tout le chapitre. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps, mais considérable. Là, il y a une partie, par exemple, normalement, qu'on va avoir avec justement le tank allié. Donc le tank allié qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, le tank allié, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure mais je suis pas sûr. Heureusement j'ai retrouvé mon petit truc. Le tank allié qui est le M808B Scorpion MBT. Voilà, et toute cette partie avec ce tank là, on l'aura pas en fait. On l'aura pas du tout, on le verra pas une seule fois. Et en même temps, c'est normal vu à quel point il est lent.
Je pense que s'il avait pas trouvé cette solution, on aurait pris un Ghost ou de toute façon on aurait pris aussi un Banshee. Donc là en fait, il a besoin d'aller dans certaines zones en fait pour permettre au scénario de continuer. Donc il est obligé d'aller dans certaines pièces pour permettre justement à celui-ci de justement d'avancer. Et s'il ne va pas dans ces pièces-là, en fait, en gros, le chapitre ne se finira pas. Parce que le jeu ne comprendra pas pourquoi il se trouve là alors qu'il n'a pas activé certaines choses. Donc il est obligé de passer par là en fait. Donc certains endroits il est obligé d'aller chercher certains checkpoints limites ou certaines zones en fait qu'il doit franchir. Et il passe à travers tout ça. Donc du coup en fait au final même les ennemis sont pas chargés. On a vraiment juste en fait le niveau qui est chargé mais le reste il n'y a rien du tout. Donc il est assez tranquille. Il est assez tranquille. Donc là il pète les trucs en fait. On a 3 à péter exactement. Alors je sais plus pourquoi il est décharge. Je crois que ça permet en fait justement que ça nous permet de nous TP par la suite justement. On a besoin de faire péter ces espèces de réacteurs ou je sais pas quoi, générateurs peut-être, pour pouvoir nous permettre de nous TP. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. N'hésitez pas pareil à me rectifier dans les commentaires, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là hop, il rentre, il ressort. Vous avez vu le petit loading là derrière. Ça veut dire justement qu'il est passé au bon endroit, qu'il a pu, voilà, ça lui a permis d'activer ça et de permettre en fait au scénario de continuer en fait. Hein. Parce que s'il passe en fait justement à l'intérieur du jeu mais qu'il ne va pas dans ces salles-là, le scénario ne pourra pas en fait justement se dérouler correctement. Et par exemple cette zone-là ne pourra pas être activée et lui permettre en fait de justement d'arriver à la finalité de ce chapitre. Donc il est obligé de faire tout ça. Donc là nickel. Là on voit plus rien, on voit qu'il continue d'avancer quand même. Avec la flèche justement. Il se dirige vers un endroit bien précis, voilà. Il va pas retarder à re-rentrer de toute façon. Et là bientôt il va rentrer. Là il essaie de refaire le truc avec le checkpoint. Et hop c'est bon. Là le bruit c'était un bruit de collision justement, ça lui a permis de re-rentrer dans le jeu. Donc il a besoin de passer à certains endroits. Voilà. Il active la porte. Nickel. Il s'est loupé. C'est pas bien grave. Donc là voilà vous voyez il n'y a rien d'activé au final. Là hop là il les tue. Alors cela je pense que pour le jeu il a besoin de les tuer. Parce que si ça tarde c'est forcément qu'il y a un besoin de kill ces personnages. Ça je sais pas vraiment pourquoi. Mais je pense que pour avancer dans le jeu il faut forcément les tuer ceux-là. Là paf. Il est obligé d'aller dans cette zone pour pouvoir activer la suite. Et là normalement c'est le dernier. Et ça va lui permettre ensuite de pouvoir se TP. Voilà. Là ça s'est pas activé mais ça marche aussi. Voilà. Donc là c'est bon. Donc là en fait en gros Cortana ce qu'elle fait c'est qu'elle utilise justement la technologie de l'IA pour nous TP directement en fait dans le vaisseau où a été capturé le capitaine Keyes. Encore une fois justement. À croire qu'il le fait exprès. Donc là c'est lui qu'on attend. Parce qu'on a repéré justement son signal neuronal à l'intérieur de ce vaisseau là. On a absolument besoin pour rappel pour justement lancer l'autodestruction du Pillar of Photon et permettre de détruire le halo.
helps if you actually remember the MNIP. Il va ça recharger une autre période. Et là, il va utiliser encore son... Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas s'il y a un nom spécifique justement pour les speedrunners. L'utilisation des cadavres en fait pour essayer, avoir cette espèce d'accélération vers l'avant qui leur permet de traverser les comment dire les structures. Donc là en fait il y a eu un espèce de bug qui s'est produit. Le problème c'est que pour en lancer en fait si vous voulez la cinématique, il faut qu'il tue tout le monde. Et là par chance du coup avec ce bug en fait il a juste à spawn kill les ennemis vu qu'ils bougent pas. Mais ils sont considérés comme étant là donc il est quand même obligé de les tuer. Il est quand même obligé de les tuer pour permettre cette cinématique de se lancer. Donc là on s'aperçoit que le capitaine Keyes en fait au final il est mort, qu'il a été capturé justement par les Floods et que les Floods en ont fait un petit peu leur 4 heures. Donc ce qu'on va faire c'est que nous on a besoin pas du capitaine Keyes mais de son implant neuronal. Donc capitaine Keyes, on est désolé mais on va pas vous laisser comme ça, hein, vous en faites pas. Voilà. J'ai un point, t'as une tête. C'est bon, vous avez compris. Donc là, on prend ça, on se l'a implanté, et maintenant on peut aller lancer l'autodestruction du Pillar of Autumn. Donc là, les Covenants qui sont un peu plus coriaces, on va dire, qui ont des armes beaucoup plus fortes. Là, vous les avez entendus. Donc là, c'est très beau ce qu'il fait aussi parce qu'en fait, je sais pas comment ça se fait. Il arrive à un moment où il ne devrait pas arriver en fait. Il pique directement des Banshees. Les Banshees qui vont arriver. Là, pardon, excusez-moi. Il va sortir en fait du vaisseau, revenir à l'intérieur, et ça va lui permettre en fait de se re-TP au bon moment du jeu. Voilà, là ça lui permet d'arriver au bon moment du jeu, voilà. Ça lui permet de charger, et là, paf, de lancer la cinématique justement de fin de chapitre. Donc là du coup maintenant, il fuit justement donc, le vaisseau ennemi, pour bien sûr aller maintenant au Pillar of Autumn. Donc là on arrive au Pillar. Et le but, c'est de lancer l'autodestruction de celui-ci. Donc là, on arrive vraiment sur la fin du jeu. Jeu qui, au final, pour le premier, est majoritairement composé d'un bestiaire à base de Floods. Les Covenants ne sont pas tant présents que ça dans le 1 en fait. Donc là il arrive à faire encore un petit auto-OB qui lui permet de sortir et passer au-dessus des ennemis. C'est très bien parce qu'il aurait perdu pas mal de temps à cause d'eux, vu qu'ils étaient justement devant les entrées, devant les passages. Et ça lui permet de skipper les zones et d'éviter même que les ennemis chargent. Donc c'est quand même pas mal du tout. Pas mal du tout, il est dans le checkpoint. Hop, il continue. Et là, il va bientôt atterrir dans la salle. Alors, je sais plus si c'est celle-là. Ouais, voilà. Hop là. Et là, c'est bon. Donc là, il a passé une bonne partie aussi du chapitre. Il est un peu tranquille, justement, du coup. Alors là, malheureusement, c'est la seule mort qu'il a sur toute la run. Mais c'est assez compliqué de passer, justement. C'est pour ça qu'il doit tuer le premier. Ah, il se prend trop de dégâts, malheureusement. C'est le seul moment où le mode héroïque est un peu compliqué. Ça, et un peu au début où il a failli aussi mourir. Et là, c'est bon, c'est bien fait. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est que... Si je dis pas de bêtises, attendez, je vérifie. Mais en fait, il a skippé la partie en fait où on essaye justement de détruire le Pillar of Autumn. Et en fait, Gulty Spark nous dit non, tu vas arrêter tes conneries. Là, il y a des informations précieuses justement sur l'humanité dans votre vaisseau. Moi, j'ai envie de le garder et j'ai pas envie que vous détruisiez en fait le Halo. Donc, ton petit truc là, ta petite autodestruction, je vais t'empêcher de la réaliser. Et on s'aperçoit qu'il est au niveau des réacteurs. Et qu'est-ce qu'on se dit?
on est quand même peut-être naïf, mais on est malin. On se dit, ben, on va péter les réacteurs et ça va créer une surchauffe ou quelque chose comme ça qui va engendrer l'autodestruction du Pilar au Photon. Donc là, il tire justement dans les réacteurs. Alors il va se passer quelque chose que justement moi qui m'était déjà arrivé. C'est un espèce de petit bug. Ça lui fait perdre un peu de temps, mais ouais, ça lui fait perdre quand même pas mal de temps mine de rien. C'est là, regardez, là il tire et il se passe rien. Il se passe rien. Moi ça m'est arrivé même plusieurs fois. Et on tire dans le réacteur et parfois ça ne marche pas. Et là malheureusement il faut attendre que ça s'ouvre. Voilà, donc c'est un petit bug qu'il y avait de temps en temps. Moi-même j'en étais victime, donc je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Donc là et maintenant il est juste sur la fuite. Ah, puis il passe à travers. Magnifique. Attention, tout explose. En fait, c'est les armes là qui explosent. C'est des grosses armes et souvent on se fait avoir. Ces armes là, je sais pas si je les ai dans mon petit truc. Je vais essayer de voir. Je suis pas sûr. Si. Alors, c'est l'arme à barreaux de combustion. Voilà. Qui est présente aussi quand même dans ce jeu là. La partie multijoueur aussi. Partie multijoueur que j'ai très peu exploré. À l'époque, avoir internet était un peu quelque chose de riche. Et on avait un temps limité, donc c'était un peu compliqué de jouer sur internet. Alors pour ceux sur Xbox, ça passait, c'était un peu plus facile. Mais c'est vrai que je n'ai pas connu cette partie-là. Donc là, on finit avec la phase finale, avec le Warthog, où en fait on a un temps limité justement. Il faut vite fuir avant que le Pilar au Photon se détruise. Et là, il y a un petit speech en fait. Il y a une espèce de petite relation qui s'est créée avec le pilote qui nous a aidé un peu à s'échapper du Pilar au Photon au début. On a une espèce de petite relation entre guillemets avec ce pilote là qui nous suit tout au long du jeu. Et malheureusement, c'est elle qui doit nous aider justement à s'échapper là. Et elle se fait descendre au dernier moment. Et du coup, ben, on va se débrouiller par nous-mêmes. Et on va prendre, alors là, je ne sais pas pourquoi, on va prendre un vaisseau qui sort complètement du thème d'Halo. Hop là, pardon. C'est le seul vaisseau qui ressemble à ça en fait. Je sais même pas comment il se nomme. Mais c'est le seul vaisseau qui a cette apparence là dans tout le jeu. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Mais ouais, on va prendre un vaisseau complètement différent de d'habitude. Donc là c'est quand même, ça a l'air facile comme ça, mais je peux vous dire que le Warthog à manier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pas facile. Et là ce qu'il fait c'est quand même très bien, sachant qu'il y a pas mal d'endroits où il y a des petites bosses, des trucs comme ça, et à chaque fois il faut bien le repositionner pour éviter qu'il se barre en sucette quoi. C'est tout bête, mais là vous voyez, hop là, un petit rebond. Des fois on part sur le côté. Hop. Donc là il utilise... En fait au final on a tendance à passer au milieu. Mais a priori c'est plus safe de passer sur la gauche, ou je suppose peut-être sur la droite, je sais pas. Mais sur le côté a priori. Vous allez voir qu'après il va nous faire un petit tricks. Alors ce tricks là je pense non pas que ça soit juste joli. Je pense que le but c'est vraiment de retomber en fait correctement sur ses roues et de se relancer dans la bonne direction. Donc là vous voyez normalement ici on doit s'arrêter. On attend justement le pilote qui doit nous aider à évacuer. Et malheureusement je crois qu'il se fait descendre si je dis pas de bêtises. Et pam. Et malheureusement voilà. Si on veut être un héros il faut qu'on soit le seul à survivre. Donc voilà, hein, c'est tout. Hein. Sinon on n'est pas un héros. Donc là il nous reste vraiment plus énormément de temps. Voilà un speedrun qui est quand même relativement propre, hein, quand même mine de rien. Très très sympa. Et c'est très... Alors voilà, le petit tricks. Voilà, je pense que ça lui permet vraiment de retomber pile poil comme il faut. Et surtout au bon endroit. Plus que pour faire joli en fait.
Donc voilà, donc j'ai voulu vraiment faire ce commentaire de speedrun vraiment pour, voilà, en hommage, on va dire, au jeu, à un jeu qui m'a beaucoup plu, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, moi qui avais envie justement de faire un commentaire de speedrun, j'ai évidemment pensé justement à Halo, le premier bien sûr du genre. J'hésitais avec Halo Reach, mais je pouvais pas laisser tomber le premier de cette licence. Donc là on arrive sur la fin. Donc là en fait il a fait exprès. Alors pourquoi il s'est attardé justement? Donc là on finit le speedrun 1 heure 9 minutes et 18 secondes. Pourquoi il s'est attardé en fait justement à essayer d'insister pour justement passer au-dessus des petites rampes à droite de part et gauche en fait, à droite et à gauche de part et d'autre si vous voulez. Et permettre en fait de lancer directement la cinématique, ça lui permet de gagner du temps en fait, tout simplement. Et même s'il en perdait au début, il gagne un temps un peu plus important. Et là on arrive dans un vaisseau qui est... je sais pas d'où il sort, mais en tout cas voilà. Donc là le speedrun est fini, donc speedrun voilà en héroïque. Donc voilà, fini par bien sûr, que je ne dise pas de bêtises, Can Bid, voilà, un Australien. Et en tout cas, très belle performance et ça fait très plaisir de voir encore des speedrunners sur ce jeu qui est très cher à mon cœur et je pense à plusieurs d'entre vous aussi. En tout cas, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Il n'y a pas de souci. Me rectifier si j'ai fait des fautes, il n'y a pas de problème non plus. Et en tout cas, moi je vous dis à plus les petits poulets. Ah, et juste une dernière précision. Je vais vous mettre quand même le petit cinématique avec les floods après parce que c'était quand même sympa. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à plus les petits poulets et restez croustillants. Pourquoi toujours nous infliger ce sermon, sergent? Attention à ce que vous dites. Ce sermon est votre histoire. Cela devrait vous rappeler pourquoi nous nous battons. Hey, si les Covenants veulent effacer cette partie précise de mon histoire, ça me va. Oui, plutôt l'histoire que nous. Demandez-leur gentiment la prochaine fois, Vicenti. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rendre service. Ça me paraît calme, on se pose. Go, go, go! Restez tout près, Jenkins! Mendoza, avancez! Attendez le capitaine et ses gars ici, puis suivez-les. Chef! Ok, on y va! Bizarre, non? Tenez, regardez. Quelque chose lui a ouvert la poitrine pour s'y faufiler. Qu'est-ce que c'est? Une incision plasmique? Peut-être, je sais pas. Il a peut-être eu un accident. Vous savez, tir fratricide, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, sergent? On dirait une patrouille de Covenants. Unité d'élite, des coriaces, tous décalqués. Très joli. Un ami à vous? Non, on vient de faire connaissance. Bien. Ouvrons cette porte. Je vais essayer, chef. Mais on dirait que les Covenants l'ont bien verrouillé.
Débrouillez-vous. Oui, chef. Je ne le sens pas, ce truc. Mais vous avez toujours de mauvais pressentiments. Capitaine, sergent, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe, soldat? Nous sommes en contact. Il y en a plein, mais ils ne sont pas Covenant. On est complètement dépassés. Non! Non! Caporal, vous me recevez? Terminé. Mendoza, filez sur la position du deuxième groupe. Et tâchez de voir ce qui se passe Mais- là-bas. Pas le moment de discuter, soldat. Je vous ai donné un Mais ordre. sergent, écoutez! Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, De Mendoza? partout. Je ne... Là! Regardez! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Faites-leur leur fête! Sergent, on est cerné! Bon sang, Jenkins, ouvrez le feu! Il y en a trop, Ne sergent! tentez rien, soldat! Ah! C'est fou! Revenez ici, soldat. C'est un ordre. Jenkins,